Dès ses débuts, sous les feux de la rampe, la vie amoureuse de Barbra Streisand a été aussi captivante que sa voix. Elle a fréquenté les plus grandes stars d'Hollywood, s'est retrouvée mêlée à des relations tumultueuses et a tenu le monde en haleine avec ses romances passionnées. Parmi tous les hommes qui ont croisé son chemin, quelques-uns se sont particulièrement distingués, ceux qu'elle qualifierait plus tard d'inoubliables. Qui étaient donc ces hommes et qu'est-ce qui les rendait si difficiles à oublier pour une femme comme Streisand? Plongeons-nous dans leur histoire. Elliott Gould. S'il y a bien une relation que Barbra Streisand n'a jamais réussi à effacer de son cœur, c'est son mariage avec Elliott Gould. Leur histoire a commencé en 1961, bien avant qu'elle ne devienne célèbre. À l'époque, deux jeunes acteurs ambitieux se sont croisés lors des auditions pour la comédie musicale de Broadway I Can Get It For You Wholesale. Gould avait déjà décroché le rôle principal. Quant à Streisand, encore novice et on le comprend nerveux, il n'était qu'un autre candidat parmi tant d'autres. D'après Gould, elle était tellement bouleversée après son audition qu'elle a griffonné son numéro et l'a distribué à presque toutes les personnes présentes. Mais parmi toutes les personnes présentes ce jour-là, c'est Gould qui s'en est souvenu et l'a appelé. Cet appel allait changer leur vie à tous les deux. Barbara a non seulement décroché le rôle, mais aussi l'homme qui allait devenir son premier mari. Ils se marièrent en 1963, eurent un fils et pendant un temps, semblèrent incarner l'idéal du jeune amour dans un âge d'or. Mais comme souvent dans les idylles hollywoodiennes, la réalité était bien différente. En 1969, ils se séparèrent et 2 ans plus tard, leur divorce était prononcé. Que s'est-il réellement passé? Pendant des décennies, la presse à scandale a alimenté les spéculations, tandis que Barbra Streisand, toujours discrète, gardait le silence. Gould, en revanche, se montrait plus ouvert, laissant entrevoir les failles de leur couple. En apparence, leur relation avait commencé comme tant d'autres deux jeunes amoureux, emportés par l'attirance et l'espoir d'un avenir commun. Des années plus tard, Gould admit avoir été frappé dès le premier instant, qualifiant Barbara de magnifique et reconnaissant être tombé éperdument amoureux malgré sa timidité et son inexpérience avec les femmes. Elle devint non seulement sa partenaire à l'écran, mais aussi son premier véritable amour. Ils emménagèrent rapidement ensemble et se marièrent 2 ans plus tard. Mais ce qui avait commencé dans l'enthousiasme se transforma vite en conflit. Gould décrivit un jour leur mariage comme une expérience fantastique, empreinte de douceur, de beaucoup de chocolat, mais aussi d'une douleur intense, le comparant à un bain de lave. Strand elle-même a reconnu que cela avait dû être difficile pour lui, avouant que lorsque 2 personnes sont profondément égocentriques, le mariage devient un exercice d'équilibriste périlleux. Et pour eux, ce déséquilibre n'a fait que s'accentuer à mesure que la carrière de Barbara prenait son envol. 1963 n'était pas seulement l'année du mariage de Streisand. Ce fut aussi l'année de la sortie de son album phare, l'album éponyme de Barbra Streisand, qui lui valut 2 Grammy Awards. En 1964, elle incarnait Fanny Brice dans la comédie musicale Funny Girl à Broadway, un rôle qui allait marquer sa carrière et lui valoir la couverture du magazine Time. À peine âgée de 20 ans, elle était irrésistible. En 1968, elle fit le saut à Hollywood en jouant dans l'adaptation cinématographique de Funny Girl et remporta un Oscar. S'ensuivit Hello Dolly et une série de rôles qui la consacrèrent comme l'une des femmes les plus influentes du monde du spectacle. Pendant ce temps, Elliott Gould travaillait régulièrement au cinéma et au théâtre, mais il ne parvenait pas à suivre l'ascension fulgurante de sa femme. Pour la presse, il devint M. Streisand, une étiquette qu'il avouait détester. Il confia à l'Independent qu'il était difficile d'être marié à une femme aussi dévouée à la réussite, surtout lorsqu'il se sentait éclipsé par elle. Gould a avoué que leur relation s'était détériorée car ils n'avaient pas évolué ensemble. Selon ses propres termes, Barbara a fini par prendre le pas sur eux. Au début des années 70, le comportement de Gould hors des plateaux de tournage faisait les gros titres. Des rumeurs de drogue et de conflits sur les plateaux allaient de bon train. Le tournage d'un film
A Glimpse of Tiger, a même été interrompu après seulement 4 jours, suite à des rumeurs de bagarres et de comportements erratiques. Les studios méfiants l'obligèrent à subir des évaluations psychiatriques avant de l'autoriser à travailler. Gould balaya plus tard les rumeurs de toxicomanie, insistant sur le fait qu'il n'avait aucun problème de drogue. Son problème, c'était son rapport à la réalité. Malgré tout, sa réputation était irrémédiablement entachée. Parallèlement, le nom de Streisand était traîné dans la boue par la presse à scandale, les journalistes la dépeignant comme une diva capricieuse, en conflit permanent avec les réalisateurs et ses partenaires. Elle a admis que cela la pesait, disant détester que sa vie personnelle et son mariage soient instrumentalisés à des fins de déformation de la réalité. La vulnérabilité, expliquait-elle, n'était pas quelque chose qu'elle pouvait désactiver. Si elle était vulnérable dans son art, elle l'était aussi face aux gros titres cruels. En coulisses, les rumeurs d'infidélité ne faisaient qu'attiser les tensions. On disait que Streisand avait partagé des moments brefs mais intenses avec ses partenaires comiques Sidney Chaplin et plus tard Omar Sharif. Ces liaisons supposées n'ont pas duré, mais elles ont suffi à alimenter les spéculations quant à son attachement à Gould. Parallèlement, Gould était en pleine crise d'identité. Il admit qu'il ne pouvait plus jouer le rôle de M. Streisand et qu'il avait besoin de se retrouver en dehors du carcan de son mariage. Rétrospectivement, il expliqua qu'ils s'étaient mariés trop jeunes et trop vite et qu'ils avaient fait de leur mieux avec leur manque d'expérience de la vie. En 1969, les tensions s'étaient transformées en rupture. Ils se séparèrent et en 1971, leur mariage prit officiellement fin. Bien que leur mariage ait pris fin, l'histoire de Streisand et de Gould ne s'est pas arrêtée là. La carrière de Gould a connu un second souffle grâce au succès critique de Bob et Carol et Ted et Alice, qui lui ont valu une nomination aux Oscars, suivie de rôles marquants dans MASH de Robert Altman et Le Privé. Il a ensuite bâti une longue et brillante carrière s'étendant sur plusieurs décennies de California Split à la franchise Ocean's 11. Barbra Streisand, bien sûr, a accédé au statut de légende grâce à ses récompenses, ses tournées à guichets fermés et une carrière qui a marqué des générations. Elle a fréquenté des personnalités telles que Warren Beatty Christopherson et même le joueur de tennis Andre Agassi, avant de trouver l'amour durable avec l'acteur James Brolin, qu'elle a épousé en 1998. Gould, quant à elle, s'est remariée 3 fois avec l'actrice Jennifer Bogart, avant de finalement nouer avec elle une relation unique mêlant amitié et liens familiaux. Malgré les hauts et les bas, Barbara et Elliot ne se sont jamais vraiment coupés l'un de l'autre. Ils ont élevé leur fils Jason avec bienveillance et avec le temps, l'amertume a fait place au respect. Streisand a un jour admis que lorsqu'on aime quelqu'un, cette personne fait partie intégrante de nous pour toujours. Gould semblait partager cet avis, déclarant à l'Indépendante qu'il l'aimerait toujours et qu'elle restait une personne importante dans sa vie. Aujourd'hui encore, il la considère comme un membre de sa famille. Il est reconnaissant de la gentillesse dont fait preuve son mari James Brolin. Leur histoire n'a peut-être pas connu une fin de conte de fées, mais à leur manière, ils ont tissé des liens tout aussi précieux, une relation post-crise fondée sur le respect mutuel, une histoire commune et une connexion indéfectible. Avec le recul, leur mariage fut à la fois exaltant et destructeur, empli de passion, d'ambition et du chaos propre à 2 jeunes stars tentant de se frayer un chemin dans la célébrité. Il n'était pas destiné à durer, mais il a laissé une empreinte indélébile. Lorsque Barbra Streisand repense aux hommes qui ont marqué sa vie, il n'est pas surprenant qu'Elliot Gould figure parmi eux. Il n'était pas seulement son premier mari, il était son premier grand amour, l'homme qui la connaissait avant même que le monde ne la connaisse. Et à Hollywood, où la plupart des relations s'estompent comme de vieilles affiches de cinéma, un tel amour est véritablement inoubliable. John Peters. Quant à la vie amoureuse de Barbra Streisand, son histoire n'a jamais été simple ni limpide. Elle a été dramatique, tumultueuse et inoubliable. Tout comme elle,
Et si Elliott Gould fut son premier grand amour, Jon Peters fut l'élément imprévu qui bouleversa sa vie. À première vue, ils formaient un couple improbable. Elle était déjà une superstar couronnée de Grammy et d'Oscar et le monde à ses pieds. Lui, coiffeur au charme de débrouillard, nourrissait des rêves plus grands que ses ciseaux ne pourraient jamais couper. Mais le destin, ou peut-être simplement une bonne coupe de cheveux, les a réunis. S'en est suivi une décennie de passion de chaos et de création d'une intensité trop forte pour durer. Leur rencontre était presque trop digne d'un film pour être vraie. Peters s'était vanté auprès de ses collègues de vouloir lui couper les cheveux. Il ne l'a pas dit à la légère. Il a insisté sur le fait qu'il irait n'importe où, n'importe quand, gratuitement. Strachan a plaisanté plus tard en disant qu'il lui avait suffi de dire « gratuitement » pour attirer son attention. À peu près à la même époque, Streisand recherchait une coiffure particulière pour son film « For Pete's Sake » 1974. Lors d'une soirée, elle a repéré une femme avec exactement la coiffure qu'elle souhaitait et lui a demandé où elle l'avait trouvée. La réponse, Jon Peters. Un coup de fil plus tard, l'affaire était conclue, sauf que Strand arriva avec 1 heure de retard. Peters, colérique et impatient, était sur le point de partir en trombe quand elle arriva enfin. Et là, tout bascula. Il ne fut pas seulement frappé par sa présence. Il fut, selon ses propres termes, complètement subjugué par son physique. Pour lui, leur rencontre n'était pas un hasard. C'était un signe du destin. Et à cet instant précis, leur histoire a commencé. Leur histoire n'a pas été qu'une simple romance. Ils sont devenus partenaires à tous les égards. Peters est passé de la coiffure à la production de films. Et Streisand n'était pas seulement sa muse. Elle était son égale. Ensemble, ils ont construit des maisons, réalisé des projets et bâti des rêves dont la plupart se moquaient jusqu'à ce qu'elles leur prouvent leur réalité. Leur collaboration la plus célèbre reste le remake de 1976 d'Une étoile est née. Barbara tenait le rôle principal. Peters était à la production et ensemble, ils ont créé un véritable phénomène culturel. Peters expliquait que lorsqu'on aime une personne comme Barbara, la créativité est innée. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était une synergie. Ils s'inspiraient, mutuellement se stimulaient et parfois se tiraient presque de balles dans le pied. Mais Peters n'a jamais cessé de rappeler au monde ce qui avait attiré son attention au départ. Il parlait ouvertement, voire crûment, de son attirance pour elle. Et oui, son obsession pour ses jolies petites fesses rondes s'est même glissée dans le scénario du film. Lorsque le personnage de Kris Kristofferson fait une remarque sur le postérieur de Streisand dans le film, ce n'était pas une simple réplique. C'était Peter qui inscrivait son coup de foudre dans la légende hollywoodienne. Malgré le faste qui les entourait, leur vie privée était empreinte d'une simplicité presque déconcertante. L'une des plus grandes stars mondiales et un coiffeur débrouillard devenu producteur se retrouvaient installés dans une modeste maison de Style Ranch. Barbara Walters, qui les interviewa au milieu des années 70, remarqua combien leur demeure était petite et sans prétention, et pendant un temps. Cela fonctionna. Walters leur avait un jour demandé s'ils pensaient durer 40 ans. Peters avait répondu par l'affirmative, convaincu que personne d'autre ne voudrait d'eux. Streisand, quant à elle, les décrivait comme égaux 2 fortes personnalités qui s'affrontaient autant qu'elles se complétaient. Leur relation était néanmoins explosive. Ils se chamaillaient et s'interrompaient sans cesse lors des interviews. Et Walters elle-même ne put s'empêcher de remarquer que leur relation semblait vouée à l'échec. Elle avait raison. Leur relation était loin d'être figée. Ils n'ont pas vécu que dans une seule maison. Ils ont construit 5 maisons sur leur ranch. Chacune reflétait leur entêtement. Au lieu de partager une vision commune, ils construisaient souvent séparément faute d'accord. C'était passionné, compétitif et épuisant. Puis arriva Yentl Strachan, déterminé à réaliser le film. Peters n'y croyait pas, jusqu'à ce qu'elle mette en scène une performance chez elle en costume pour le convaincre. Dès cette nuit-là, il soutint sa vision.
mais ce fut aussi le début de la fin pour leur histoire d'amour. Streisand s'est investi corps et âme dans Yentl, reléguant les sentiments de Peter au second plan. Au début des années 1980, ils étaient ensemble depuis près de 8 ans, mais tous deux savaient que les choses avaient changé. Streisand a admis plus tard qu'ils étaient devenus trop dépendants l'un de l'autre et que la dépendance engendre le ressentiment. Elle a avoué que sa passion pour Yentl avait pris le pas sur leur relation. Ce n'est pas qu'ils aient cessé de s'intéresser l'un à l'autre, c'est qu'ils ne pouvaient plus continuer ainsi. Leur séparation ne s'est pas faite dans l'amertume qu'on aurait pu imaginer. Peter a déclaré qu'ils étaient mieux en tant qu'amis, et Streisand était d'accord. Libérés de la pression amoureuse, ils ont retrouvé le respect mutuel. Ils ont reconnu la force de l'autre et ont enfin compris qu'ils ne pouvaient pas se contrôler. Même des décennies plus tard, Peters n'a jamais cessé de parler de ce qu'elle représentait pour lui. Il la décrivait comme la personne la plus captivante et créative qu'il ait jamais rencontrée. Il reconnaissait qu'elle lui avait appris ce que sont les vraies femmes, l'égalité et le pouvoir. Lui qui pensait initialement que les hommes devaient obtenir gain de cause 90% du temps, Streisand a radicalement changé sa vision du monde, parfois jusqu'à l'extrême opposé. En 2017, Peters la considérait encore comme la femme de sa vie. Il lui devait, disait-il, la vie qu'il avait pu construire. Et même s'ils n'ont finalement pas fêté leurs 40 ans de vie commune, ils ont accompli quelque chose d'aussi rare. Ils ont maintenu un lien d'amitié, un passé commun et un respect mutuel, bien après que la passion se soit éteinte. Don Johnson. Si John Peters était l'escroc devenu son partenaire, Don Johnson était le beau gosse hollywoodien qui a entraîné Barbra Streisand dans une romance passionnée digne d'une couverture de magazine. Il était mince bronzé et incroyablement charmant, avec ce sourire légendaire qui avait déjà fait de lui la star de Miami Vice. Et lorsque leurs chemins se croisèrent à Aspen pendant les fêtes de Noël, le coup de foudre fut immédiat. Un coup de foudre même pour Barbra Streisand. Dans ses mémoires « My Name is Barbara », elle confie avoir toujours été attirée par les beaux hommes, les comparant à des œuvres d'art qu'elle collectionnait. Johnson correspondait parfaitement à cette description. Il fit le premier pas engageant la conversation et elle apprécia immédiatement son assurance. S'ensuivit une relation qu'elle décrivit plus tard comme joyeuse, un pur moment de plaisir, une échappatoire bienvenue à la pression de la célébrité. Leurs débuts furent empreints d'une énergie ludique. Ils allèrent à Atlantic City assister à un combat de Mike Tyson. Bien que la boxe fût la dernière chose que Streisand aurait choisie pour un rendez-vous, elle se laissa entraîner dans l'univers masculin de Johnson. Football, hélicoptère, bateau de course. Elle ne comprenait pas toujours, mais elle appréciait le voyage, car avec Don, la vie lui paraissait plus légère. Pendant un temps, il la rendait heureuse simplement, sans complications. Mais comme souvent dans les idylles passionnées, la flamme s'estompa. La fissure apparut lorsque Johnson manqua la fête d'anniversaire de Strand pendant un tournage à Calgary. Au lieu d'attendre, elle prit l'avion pour le voir, mais cette visite ne fit que confirmer ses craintes. Johnson semblait distrait au téléphone dans sa voiture et ne lui accordait pas l'attention qu'elle désirait tant. Même lorsqu'elle tenta de lui faire écouter une maquette de leur duo « Till I Loved You », il l'ignora. Cette chanson allait être la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Streisand était convaincu qu'il s'agissait d'une magnifique collaboration, mais Johnson voyait les choses autrement. Chanter à ses côtés, avec la voix la plus célèbre du monde, le mettait mal à l'aise et le rendait vulnérable. Au lieu d'en parler, il devint froid, méfiant et colérique. Streisand se sentit alors se replier sur elle-même. Le coup de téléphone fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un jour, lorsque Barbra Streisand appela Johnson, c'est son ex-femme Melanie Griffith qui répondit. Griffith était alors en cure de désintoxication et Johnson, qui avait vaincu ses propres addictions, essayait de la soutenir. Streisand ne voyait aucun inconvénient à ce qu'il soit là pour son ex. Ce qu'elle ne pouvait pardonner, c'était son manque de sincérité. Il ne lui avait pas dit la vérité sur l'état de leur relation. Pour Barbara, un homme incapable d'être franc avec elle sur le plan émotionnel n'avait pas sa place. C'était tout.
La romance jadis pure et joyeuse s'est dissipée sans laisser d'amertume, juste de la lucidité. Strahan s'est éloigné, sachant que leur histoire n'était pas faite pour durer. Elle n'avait pourtant aucun regret, car le temps d'un instant Johnson avait illuminé son monde de joie et de légèreté. Même aujourd'hui, des décennies plus tard, il subsiste une trace de ce lien. Lorsqu'ils se croisent à des soirées, Johnson la prend toujours dans ses bras et lui murmure « Je t'aime ». Streisand ne lui répond jamais, mais le fait qu'il le ressente encore après toutes ces années en dit long. Puis vint Pierre Trudeau. Pierre Trudeau. Leur première rencontre n'avait rien d'une simple idylle hollywoodienne. Trudeau et Streisand se croisèrent pour la première fois en janvier 1969, lors d'un gala huppé à Londres. Ce n'était pas une soirée comme les autres, il s'agissait de la première britannique de Funny Girl, et tous deux se retrouvèrent à la table de la princesse Margaret. Trudeau, fraîchement élu premier ministre du Canada, était déjà sur toutes les lèvres. La presse anglaise était fascinée. Ce n'était pas l'image rigide et prévisible d'un homme politique à laquelle elle était habituée. Quelques jours auparavant, il avait glissé le long d'une rampe d'escalier cirée à Marlborough House sous un déluge de flashs. Streisand, encore sous le choc de son mariage gelé avec Elliott Gould, avait déjà remarqué Trudeau de loin. Elle avait repéré des photos du beau premier ministre célibataire dans le magazine Life et avait plaisanté avec sa meilleure amie Cis Corman en disant qu'il était exactement le genre d'homme qu'elle rêvait de rencontrer. Et voilà que le destin lui en offrait l'occasion. Acclarage Trudeau était tout ce qu'elle avait imaginé, et même plus. Il l'invita à danser, mais elle refusa avec timidité, prétextant qu'elle n'aimait pas danser en public. Au lieu de cela, elle lui suggéra de danser avec Corman. Le lendemain matin, les tabloïds s'en donnèrent à cœur joie, publiant en abondance des photos de Trudeau avec sa prétendue nouvelle conquête. En réalité, Corman était une mère de 4 enfants mariés et confidente de longue date de Streisand. De retour à New York, le créateur Arnold Scazi se souvint du moment où Trudeau avait téléphoné à Streisand pour la première fois. Elle se prélassait en peignoir, les cheveux enveloppés dans une serviette lorsque sa femme de chambre annonça que le premier ministre du Canada était au téléphone. Barbara Hillard demanda « Alors comment avez-vous eu mon numéro ?» Pour Scotty, c'était d'une naïveté adorable. Après tout, il était le chef d'un pays. Lorsqu'elle raccrocha, Sterson leva les bras au ciel et lança sur le ton de la plaisanterie « Appelez-moi Madame la Première ministre ». C'était une plaisanterie, mais l'attirance était bien réelle. À première vue, il semblait former un couple improbable, la jeune fille juive excentrique de Brooklyn et le fils raffiné d'une riche famille montréalaise éduquée par les Jésuites. Pourtant, tous deux avaient connu une ascension fulgurante dans les années 1960, leur vie se déroulant comme deux météores parallèles voués à se percuter. En 1969, Trudeau était porté par une véritable Trudeaumania. Les Canadiens n'avaient jamais rien vu de pareil. Il était séduisant, charismatique et avait l'allure d'une véritable star du rock politique. Marshall McLuhan l'avait un jour décrit comme la figure idéale pour la télévision, un média qui l'a transformé de professeur en idole des jeunes. Du jour au lendemain, l'ascension de Streisand avait été tout aussi fulgurante. De ses triomphes à Broadway, à son image de jeune fille drôle, en passant par ses Grammy Awards et ses émissions spéciales télévisées raflant les Emmy Awards, elle était passée du statut de vilain petit canard à celui de l'un des visages les plus reconnaissables du monde du spectacle. Leur rencontre semblait inévitable. Leur relation s'est développée grâce à des appels téléphoniques longue distance. En octobre 1969, Trudeau s'est envolé pour New York afin de passer un week-end avec elle. Ils ont dîné à Casa Brasil, fait la fête dans une discothèque huppée, puis se sont retirés dans l'appartement de Streisand pour le reste du week-end. Lorsqu'un journaliste a demandé plus tard à Trudeau depuis combien de temps il connaissait Streisand, il a souri et répondu « Pas assez longtemps ».
Bien sûr, les conseillers de Trudeau ne pouvaient ignorer le risque politique que représentait sa relation avec une star hollywoodienne mariée. Mais comme l'a dit un conseiller, on se demande si Pierre devrait sortir avec la star la plus en vue du monde. Mon Dieu, c'est du pain béni pour la politique. Leur idylle n'était pas seulement privée, elle était un véritable spectacle. Strand s'est rendu à Ottawa et a fait sensation au Parlement, vêtu d'un tailleur à motif cachemire bordé de zibeline. Même les politiciens les plus blasés ont remarqué que Trudeau ne pouvait détacher son regard d'elle. Lorsqu'elle s'apprêtait à partir, il lui fit signe de patienter encore 5 minutes, tel un adolescent épris. Les journalistes la suivirent avec passion et elle confia que le voyage avait été époustouflant. Elle déclara même à une amie qu'être avec Trudeau lui donnait l'impression d'être Jackie Kennedy, mais des tensions subsistaient. Trudeau prenait la famille au sérieux et évoqua même la possibilité du mariage. Barbara a admis avoir rêvé d'être première dame du Canada. Elle s'imaginait apprendre le français, tourner des films exclusivement au Canada et s'engager pleinement dans des causes politiques. Pourtant, la réalité l'a rattrapée. Le catholicisme de Trudeau, sa carrière hollywoodienne intense et son jeune fils pesaient tous contre ce rêve. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais lui demander de renoncer à son poste. C'est donc avec affection qu'ils se séparèrent. Trudeau épousa par la suite Margaret Sinclair, dont la jeunesse et la spontanéité charmèrent les Canadiens, même si leur mariage connut plus tard un échec. Sterrizon fréquenta Ryan O'Neill et d'autres hommes, mais son affection pour Pierre ne s'éteignit jamais vraiment. Elle lui envoya des mots chaleureux tout au long de sa vie et prit de ses nouvelles après la mort tragique de son fils. À la mort de Trudeau en 2000, elle lui a rendu hommage en le décrivant comme élégant, discret et digne, un homme qui incarnait l'harmonie parfaite entre le corps et l'esprit. Même des décennies plus tard, Sterrizon ne pouvait s'empêcher d'évoquer son souvenir. Lors d'un concert à Ottawa en 2012, elle a plaisanté en disant que Justin Trudeau lui rappelait un gentil garçon juif de Brooklyn qui aurait tout simplement repris l'entreprise familiale. Le public laissa échapper un rire entendu. Après tout, Barbara avait failli devenir première ministre du Canada. Leur idylle fut peut-être brève, mais intense. Et même si la vie les a séparés, Barbara Streisand et Pierre Trudeau demeurent l'une de ces fascinantes histoires et si de l'histoire. Une histoire d'amour qui n'a jamais vraiment eu lieu, et pourtant elle n'a jamais faibli. On dit que l'âge n'est qu'un chiffre, et c'est particulièrement vrai à Hollywood. Les idylles entre personnes d'âge très différents sont presque un passage obligé, mais ce sont généralement les hommes qui courent après la jeunesse. Barbara Streisand, elle n'a jamais suivi les règles. Dans les années 90, elle a surpris tout le monde en s'affichant avec le jeune prodige du tennis André Agassi, qui avait, tenez-vous bien, 28 ans de moins qu'elle. Parfois, on a l'impression que c'est une question de chance ou de destin, mais vous savez, André a toujours fait partie de ces joueurs dont le duo avec Barbara faisait les grosses titres partout, et Barbara n'a jamais fui les projecteurs. Elle était toujours là à ses matchs à l'encourager, tandis qu'Agassi lui faisait de petits signes discrets depuis le court. Ils ont balayé d'un rire les réactions outrées du monde entier face à leur différence d'âge. Et Agassi a résumé la situation en une phrase inoubliable. Sortir avec Barbara Streisand, c'est comme porter de la lave en fusion. Qui en est gay? Finalement, la flamme s'est apaisée. Il a épousé Steffi Graf et Barbara a trouvé l'amour durable auprès de James Brolin, une idylle qui allait devenir l'une des rares unions à durer à Hollywood. Leur rencontre est le fruit du hasard. Streisand a révélé en 2021 lors du Tonight Show de Jimmy Fallon qu'elle et Brolin avaient été mis en relation lors d'un dîner arrangé en 1996. Elle a avoué avoir été timide ce soir-là, descendant jouer avec les enfants avant de rejoindre sa place à table. L'humour de Streisand était pleinement présent. Elle a fait une blague sur les cheveux de Brolin sans s'attendre à ce qu'elle ne suscite aucune réaction. Je m'attendais à un type avec une barbe brune et des cheveux bruns ondulés comme un montagnard. Et j'ai vu un type complètement chauve, sans barbe.
Alors, je suis passé à côté de lui, j'ai passé la main dans ses cheveux et j'ai dit « Espèce de crétin, t'as les cheveux en bataille ». Sa remarque était peut-être un peu impertinente, mais Brolin était intrigué. Malgré son sarcasme, ils ont commencé à se fréquenter. S'en est suivi une romance qui allait durer des décennies dans un milieu où l'amour est souvent éphémère. Pendant ce temps, Streisand était occupée par sa comédie romantique de 1996, Le miroir a deux visages, qu'elle a réalisée et dans laquelle elle tenait le rôle principal. Le film la réunissait avec Jeff Bridges, qui incarnait l'amant de son personnage, et Streisand prêtait sa voix à la chanson thème « I Finally Found Someone ». Brolin, toujours aussi attentionnée, était à ses côtés aux Oscars où elle était nommée pour la meilleure chanson originale. Il a foulé le tapis rouge avec elle, le regard empli d'adoration. Leur mariage était légendaire, fastueux, minutieusement orchestré et intime. Streisand portait une robe Donna et descendait l'allée au bras de son fils Jason, tandis que Josh, le fils de Brolin, était son témoin. La liste des invités réunissait le gratin d'Hollywood, John Travolta, Tom Hanks et Rita Wilson, Quincy Jones et bien d'autres. Quelques semaines plus tard, leurs apparitions publiques se multipliaient. De l'inauguration de l'Étoile de Brolin sur le Hollywood Walk of Fame à la remise à Streisand du prix AFI pour l'ensemble de sa carrière en 2001.